Je vous remercie, je remercie TV Berbère pour cette invitation. Ça m'honore et ça honore mes camarades. À travers votre télévision, je salue la communauté berbère, que ce soit ici, que ce soit en Algérie, pour ces luttes légitimes, à savoir la reconnaissance de la culture berbère, qui est la nôtre aussi. Et toutes vos revendications légitimes. Je m'appelle Chadli Zaidi, je suis membre du Parti des Patriotes Démocrates Unifiés, fondé par le feu et martyr Chokri Belaïd, avec ses camarades. Donc je suis un membre fondateur de ce parti et je suis membre de son comité central. À la fois aussi, je représente mon parti au sein du Front populaire tunisien, qui est un front qui regroupe 13 partis politiques de gauche et de progressistes et de beaucoup d'indépendants démocrates et progressistes. La Tunisie est un pays musulman, donc il y avait l'apparition de certains courants, disons islamistes entre guillemets. Mais la particularité de la Tunisie, on a Tahir Ben Achour, on a Tahir Haddad qui a été le premier à crier pour la liberté de la femme. Dans les années 20, la fille tunisienne, les petites jeunes allaient à l'école, même coranique. Donc c'est un pays de tradition, disons, d'un islam tolérant et ouvert. Donc, il n'était pas renfermé sur lui. Et le Zeytouna, c'est l'école par excellence de beaucoup de figures tunisiennes qui ont donné leur apport dans, disons, la théologie musulmane. La naissance du courant islamiste, c'était un courant, pour être vraiment honnête avec l'histoire, il a vu le jour lors d'organisation, il a vu le jour dans les années 70, il était fondé un petit peu avant. Il y avait parmi ses fondateurs Rachid El-Ghannouchi et Abdel Fattah Mour. Dans les années 60, il y avait une gauche radicale tunisienne, disons à la 68 quoi, qui commence à monter, qui commence à agacer Bourguiba. Alors donc, pour disons, la casser ou pour la calmer, le régime a créé les frères musulmans, ils s'appelaient à l'époque Al-Ittijah al-Islami, il les a créés, donc il leur a accordé un journal, et à partir de ce moment-là, ils ont commencé. Ces gens-là n'ont jamais participé aux luttes du peuple tunisien. Je vais vous citer des dates historiques qui ont marqué l'histoire de la lutte du peuple tunisien. Ils ont toujours lutté pour le pouvoir. Ils se sont toujours occupés de leur parti plutôt que de la population tunisienne et de ses aspirations. Le départ de Ben Ali était le fruit d'une multitude de luttes du peuple tunisien. Le peuple tunisien s'est soulevé en 1978 avec la centrale syndicale contre la politique libérale de Bourguiba. En 1983, il y avait les émeutes du pain, dont il y avait... un de nos martyrs, là, à l'époque on n'était pas un parti politique, mais on était un courant politique. Il y avait Shahid, le martyr Fadel Sassi. En 1984 aussi, il y avait des émeutes. En 2008, il y avait les émeutes pendant 6 mois de ce qu'on appelle en arabe, en tunisien, enfin en arabe, Al-Hawd al-Manjimi, donc le bassin minier. Et après, le soulèvement ou la révolution du 17 décembre et 14 janvier. Alors, on demande toujours aux islamistes de nous citer pas un martyr, mais même blessé. Ils n'ont jamais participé à ces luttes. Donc, l'accumulation de ces luttes a rodé le peuple tunisien, il s'est soulevé et Ben Ali s'est barré. Après, bien sûr, il y avait une période de transition, il y avait 2 gouvernements qui se sont succédés jusqu'à l'organisation de ces élections
qui ont fait arriver les islamistes au pouvoir. On peut dire que ces élections étaient libres, personne ne conteste ça. On peut dire que c'était des élections démocratiques, personne ne peut contester, la liberté de parole y était, mais dire qu'elles sont transparentes, j'ai un petit doute parce que, vu comment on appelle ça, en arabe, on appelle ça le capital, al-mal al-fasad, vu ces gens-là ont reçu 10 milliards de la part du Qatar, la tentation d'instaurer un pouvoir islamiste avec la bénédiction de certains pays du Golfe, de l'Europe et des États-Unis était là. Je ne le souhaite pas, comme je ne l'ai pas souhaité à nos frères algériens. Donc je ne souhaite pas à mon pays qu'il arrive à une situation de non-retour. Mais le fait est là. Le 6 février dernier, on a assassiné le grand militant, l'éternel Choukri Belaïd. Presque 6 mois après, on assassine le militant et le grand militant Shahid Mohamed El-Brahmi de At-Tayyar Al-Sha'bi, la voix populaire et le courant populaire plutôt. 2 jours après, il y avait un autre qui fait partie, comme par hasard, du Front populaire, parce que Choukri Belaïd est le fondateur du Front populaire. Brahmi, c'est un membre et c'est un leader du Front populaire. Il y a un autre qui s'appelle Lotfi Mufti ou quelque chose comme ça, que sa famille politique et sa petite famille m'excusent, donc qui est tombé sous les balles à Gafsa il y a quelques jours. Quelques jours après aussi, 8 soldats ont été lâchement assassinés par des terroristes à la frontière algérienne, au Mont Chambi. Nos chers soldats veillaient sur la sécurité de la Tunisie. Donc j'espère que la Tunisie s'arrête là parce que le danger est grand. Pour le moment, il n'y a pas de revendication. Vous savez, la Tunisie n'est pas habituée à ce genre de lutte animale, quoi. Mais il n'y a pas de revendication, mais même le ministre de l'Intérieur a cité Ansar al-Sharia et puis certains groupuscules salafistes djihadistes. Donc pour le moment, il n'y a pas de revendication. On attend à ce qu'il arrête certains individus pour connaître exactement quels sont ces groupes, mais surtout qui est derrière, qui planifie et qui manipule. C'est peut-être pas la même personne, mais c'est la même arme. Ce qui est bizarre, c'est vraiment bizarre que, bon, moi je suis d'origine avocat, j'ai le titre d'avocat. Je ne pense pas que le tueur, quel qu'il soit, garde l'arme avec laquelle il a tué sa victime. Ceci dit, bon, beaucoup d'hypothèses sont plausibles, mais je crois que c'est plutôt la même tendance. Les individus, nous on s'en fout des individus, ce sont certainement des minables qu'on a payés, qu'on a formés pour tuer puis payer. Mais l'essentiel, c'est de savoir qui a planifié et qui l'instigateur d'une façon générale. Oui, ben, en Égypte, je ne suis pas d'accord avec des formules simples qui disent c'est un coup d'État. Vous savez, vous revenez au dictionnaire, vous revenez dans tous les classiques du monde. Un coup d'État n'est pas en plein jour. Je me rappelle que l'armée a donné un ultimatum à Morsi d'1 semaine. Puis après 48 heures, ben, un coup d'État n'est pas public quand même. On n'annonce pas un coup d'État. On sait qu'un coup d'État partout dans le monde, quand les militaires arrivent au pouvoir par un coup d'État, c'est généralement une déclaration à 4 heures du matin ou 4h30. Tout est fermé. Le blocage de toutes les instances, le blocage des aéroports, la fermeture des frontières. Ça n'a pas été le cas de l'Égypte. Maintenant, l'armée a accompagné quand même une trentaine de millions qui se sont manifestés et révoltés contre la politique de Morsi. L'armée a accompagné ça.
je ne sais pas si elle a tort ou elle a raison. Mais parler d'un coup d'État, c'est excessif. Nous, ce qu'on souhaite pour le peuple frère égyptien, c'est qu'il requiert encore, c'est qu'il gagne la démocratie, parce que l'Égypte, il y a quand même l'islam et puis il y a les Coptes. Je rappelle à certains islamistes que c'est quand même les premiers habitants de l'Égypte, les Coptes, hein, et comme les Berbères chez nous. Donc, plus ce qu'on appelle les Qabaïl arabes, donc il y a des tribus arabes dans le Sinaï. L'Égypte a quand même ce que je souhaite aux amis égyptiens, aux frères égyptiens, c'est une harmonie sociale, une démocratie qui garantit à chacun les libertés fondamentales, quoi.